Bonjour. On s'est tous déjà posé la question, j'imagine, non? Pourquoi est-ce qu'on a cette impression, parfois un peu tenace, que certains problèmes dans la société, ils s'améliorent jamais vraiment? Je pense à la violence, l'injustice ou même des choses plus simples. Même quand on a des chiffres, des stats qui montrent que ça va mieux, le ressenti, lui, il reste souvent négatif. Oui, c'est un décalage qu'on observe souvent. Eh bien justement, aujourd'hui, on va plonger dans un mécanisme psychologique qui est assez fascinant, je trouve, et qui pourrait expliquer, en partie au moins, ce décalage. C'est l'idée que notre cerveau, en fait, sans qu'on s'en rende compte, il peut modifier sa propre définition d'un concept, juste parce que ce concept devient moins fréquent autour de nous. Comme un ajustement automatique. C'est ça. Un peu comme si la focale de notre regard intérieur, hop, elle s'ajustait toute seule. Pour explorer ça, on va s'appuyer sur une étude solide, parue dans Science. Elle est signée David Levary et son équipe. Le titre est un peu technique, c'est Prevalence Induced Concept Change. On pourrait traduire ça en gros par le changement de concept causé par la fréquence d'apparition, quelque chose comme ça. Oui, l'idée de prévalence, de fréquence. Notre mission là, c'est de décortiquer ce mécanisme. Comment ça marche, au juste? Pourquoi nos catégories mentales, ce qu'on va juger bleu, ou ce qu'on perçoit comme menaçant, ou même, on va le voir, ce qu'on considère pas éthique, pourquoi tout ça peut s'élargir quand les exemples les plus clairs deviennent plus rares? C'est une question centrale. D'ailleurs, l'étude parle de glissement conceptuel, le fameux concept creep en anglais. On connaît un peu ça dans d'autres domaines, non? Le feature creep pour un logiciel qui accumule les fonctions. Oui, ou le scope creep en gestion de projet. Exactement. Ou le mission creep pour une opération militaire qui dévie. Et l'article mentionne même que la notion d'agression, par exemple, a pu évoluer. D'une attaque physique claire, on est passé à des choses parfois plus subtiles comme un contact visuel jugé bizarre. Oui, des définitions qui s'élargissent avec le temps. Alors, la question c'est, est-ce que ce même type de glissement, il peut se produire à l'intérieur de notre propre jugement de façon automatique? Bon, allez, on creuse ça. Exactement. Et la première chose à bien comprendre, c'est que nos jugements, ils sont rarement absolus, gravés dans le marbre. Ils dépendent énormément du contexte. C'est un principe assez fondamental en psychologie. On évalue toujours les choses par comparaison, par rapport à ce qui est autour ou par rapport à ce qu'on a vu juste avant. L'exemple classique, c'est celui de la température de l'eau, vous voyez? Ah oui, la piscine. C'est ça, l'eau à 20 degrés, elle peut paraître brûlante si vous sortez d'un bain glacé, mais super froide si vous étiez dans un sauna juste avant. Notre perception, elle est relative, dynamique. D'accord. Et c'est précisément là qu'intervient ce que les chercheurs appellent le changement conceptuel induit par la prévalence. C'est leur terme pour ce phénomène. Quand quelque chose, un stimulus, un type d'événement devient moins fréquent, eh bien notre définition de cette chose, elle a tendance à s'étirer. Elle va inclure des cas un peu plus limites, des cas qu'on aurait peut-être ignorés avant. Le filet s'élargit quand le poisson se fait rare, en quelque sorte. C'est une bonne image, oui. Notre filet conceptuel s'élargit. Alors pour voir ça concrètement, les chercheurs ont commencé par quelque chose de très simple, très visuel. Des points de couleur. C'est la première expérience. Ils ont montré aux participants une série de 1000 points. Ces points variaient sur un spectre, allant du très violet au très bleu. Et la tâche était simple, pour chaque point, il fallait juste dire bleu ou pas bleu. Une tâche de classification basique. Voilà. Et ils ont fait deux groupes. Le premier, c'était la condition stable. Pendant les 1000 essais, environ la moitié des points qu'ils voyaient venaient de la zone bleue du spectre. Le deuxième groupe, c'était la condition décroissante. Ça commençait pareil, 50% de points bleus au début, mais ensuite, au fil des essais, la proportion de vrais points bleus diminuait, pour tomber à seulement 6% sur la fin. D'accord, donc de moins en moins de vrais bleus. Exactement. Et là, attention, le résultat est... il est assez surprenant. Dans ce groupe où les vrais bleus devenaient rares, les gens se sont mis à classer comme bleus des points qui étaient quand même franchement violets. Ah oui. Oui, des points qu'ils n'auraient pas appelés bleus au début de l'expérience, quand il y avait beaucoup de bleus. Les graphiques de l'étude y sont très clairs là-dessus. On voit la frontière entre bleu et pas bleu qui se décale. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça touche quelque chose d'aussi fondamental que la perception de la couleur. On pourrait se dire bleu, c'est bleu, point barre. Oui. Mais non. Même là, notre jugement est malléable. Il est influencé par la simple fréquence des exemples qu'on rencontre. C'est vraiment ça, le mécanisme clé. C'est le concept mental de bleu qui s'étend. Il devient plus inclusif quand les exemples typiques, les bleus bien bleus, se font rares. D'accord.
C'est un peu comme si notre cerveau cherchait à maintenir une sorte de quota de détection. S'il ne trouve plus assez de cas évidents, eh bien, il élargit ses critères pour continuer à remplir ce quota. Il y a une recalibration constante des catégories. Ok, c'est clair pour les couleurs. Mais est-ce que c'est juste un petit truc lié à la vision ou est-ce que c'est plus profond que ça? Et c'est là, je trouve que ça devient vraiment intéressant. Parce que les chercheurs, ils ont testé la solidité du truc. Oui, ils ont fait plusieurs autres études pour vérifier. Ils ont refait l'expérience des points bleus, mais cette fois en prévenant les gens. Ils leur disaient clairement « Attention, la proportion de points bleus va diminuer au fur et à mesure. On pourrait penser que ça casse l'effet, non, si on est au courant. » Eh bien non. Figurez-vous que même en étant prévenus, les participants ont quand même élargi leur définition du bleu. L'avertissement, ça n'a pas suffi à contrer la tendance. C'est fou. Et ils sont allés plus loin. Dans une autre expérience, ils ont dit à certains participants « Essayez d'être le plus cohérent possible ». Ils ont même ajouté une récompense, un bonus de 10 $, ce qui est pas mal pour une étude en labo, pour ceux qui arriveraient à garder un jugement stable. Résultat? Toujours le même. Même avec l'instruction d'être cohérent, même avec la carotte financière, le concept de bleu s'est quand même élargi chez ceux qui voyaient de moins en moins de points bleus. Incroyable. Ça suggère que le mécanisme est assez automatique et qu'il résiste aux tentatives de contrôle conscient, et même aux motivations externes, comme l'argent. D'accord. Ils ont aussi regardé si la façon dont la fréquence diminuait avait un impact, genre une baisse douce ou une chute brutale. Et là encore, l'effet était présent dans les deux cas. Que la diminution soit progressive ou soudaine, le concept s'élargit. Et ils ont testé l'inverse aussi, je crois. Si les points bleus deviennent plus fréquents. Oui, tout à fait. Et là, logiquement, l'effet s'inverse. Quand les exemples de bleu deviennent très courants, surabondants, alors le concept de bleu se contracte. Les participants deviennent plus exigeants, en quelque sorte. Plus stricts, ils classent moins de points ambigus, ceux qui tirent vers le violet, comme étant bleus. Le cerveau s'adapte dans les deux sens, donc. Exactement. Le système se réajuste en fonction de l'abondance ou de la rareté des exemples. Donc si on résume cette série de tests, cet élargissement du concept quand les exemples se raréfient, c'est du costaud. Ça résiste aux avertissements, à l'argent, ça marque que la baisse soit douce ou brutale, et ça s'inverse si la tendance change. C'est pas juste un petit artefact. Non, c'est ça qui est intéressant. L'analyse de cette robustesse, elle nous dit que ce n'est probablement pas une simple erreur de jugement passagère. C'est sans doute un mode de fonctionnement assez fondamental de notre cerveau. Il semble un peu programmé pour comparer, pour s'adapter au contexte immédiat, ce qu'il voit maintenant par rapport à ce qu'il a vu avant, ou ce qui est disponible autour. C'est sûrement très utile dans un environnement naturel, pour juger si un fruit est mûr par rapport aux autres, ce genre de choses. Mais ça peut devenir un défi dans notre monde moderne, parce qu'on a souvent besoin aujourd'hui de définitions stables, objectives, pour diagnostiquer une maladie rare, pour évaluer un risque financier, pour appliquer une loi de façon cohérente. Notre cerveau, avec ses vieux mécanismes adaptatifs, il n'est peut-être pas naturellement équipé pour maintenir cette constance parfaite quand la fréquence des événements change. D'accord, ça se tient pour les couleurs. Mais bon, la question qui tue, c'est est-ce que ça marche aussi pour des jugements plus complexes, plus chargés de sens, des jugements sociaux, quoi? Est-ce qu'ils ont regardé ça? Absolument. C'était la suite logique dans leur recherche. Après les points colorés, ils sont passés aux visages humains. Ah, là on touche à du sensible. Racontez-nous. Alors, ils ont utilisé des visages générés par ordinateur. Ces visages variaient sur un axe allant de pas du tout menaçant à très menaçant. Ces niveaux de menace avaient été établis par des évaluations préalables, bien sûr. Ok. Les participants voyaient 800 de ces visages, et pour chacun, ils devaient simplement décider menace ou pas une menace. Et j'imagine le même principe, un groupe témoin et un groupe où les visages vraiment menaçants devenaient de plus en plus rares. C'est ça, une condition stable et une condition où la prévalence des visages objectivement menaçants diminuait au fil du temps. Et alors? Le même effet. Oui, parfaitement. Dans le groupe où les visages les plus menaçants se raréfiaient, eh bien les participants ont commencé à juger comme menaçants des visages qui étaient en fait plutôt neutres. Ah ouais. Oui, des visages qu'ils n'auraient pas classés comme menaçants en début. Encore une fois, leur seuil de détection de la menace s'est abaissé pour compenser la rareté des menaces évidentes. Bon, là les implications, elles commencent à être un peu plus claires et peut-être un peu inquiétantes, non? Si on vit dans un monde qui devient objectivement plus sûr, avec moins de vrais dangers, ce mécanisme pourrait nous pousser à voir des menaces là où il y en a moins,
voire plus du tout. C'est exactement une des implications potentiellement troublantes, oui. Une baisse réelle des dangers pourrait être, d'une certaine manière, psychologiquement gommée par notre tendance à requalifier des choses moins graves ou même neutres comme étant dangereuses. Du coup, le sentiment d'insécurité pourrait persister. Il pourrait persister, oui. Même si la sécurité objective s'améliore, c'est une possibilité. Et je crois qu'ils sont allés encore un cran plus loin, vers des jugements qui ne sont même plus basés sur la perception visuelle, mais sur des concepts purs. Oui, la dernière étape de l'étude, c'était le jugement éthique. Quelque chose de complètement abstrait pour le coup. Alors ça, comment on teste ça en labo? Ils ont mis les participants dans la peau d'un membre d'un comité d'éthique de la recherche. Un IRB, comme on dit souvent dans le jargon. D'accord, un comité qui valide les projets de recherche. Voilà. Leur tâche, c'était de lire des descriptions courtes de projets de recherche scientifique. 240 projets en tout. Ces projets avaient été préclassés par les chercheurs. Certains étaient clairement non éthiques, d'autres clairement éthiques, et pas mal dans une zone grise, ambiguë. Ok. Et pour chaque projet, le participant devait décider, approuver ou rejeter, Mais là aussi, une condition où les projets clairement non éthiques devenaient de plus en plus rares. précisément. Conditions stables contre conditions décroissantes pour les propositions jugées initialement non éthiques. Le suspense est à son comble. Le verdict? Eh bien, rebelote. Lorsque les cas flagrants de recherche problématiques se sont faits plus rares, les participants de ce groupe sont devenus Plus sévère. plus sévères. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à rejeter plus souvent les propositions ambiguës, celles de la zone grise. Ils les rejetaient plus que ne le faisaient les participants du groupe contrôle, qui continuaient à avoir une proportion stable de cas problématiques. Donc leur définition de ce qui est éthiquement inacceptable s'est élargie elle aussi, pour inclure des cas moins graves. Exactement. Le seuil de ce qui déclenche un rejet s'est abaissé. D'accord. Là, ça devient vraiment général. Ça touche pas seulement nos yeux ou notre perception du danger immédiat, mais aussi nos jugements moraux conceptuels les plus abstraits. C'est ça le point crucial de cette dernière étude. Elle montre que ce changement de concept induit par la prévalence n'est pas juste un petit artefact lié à la perception. C'est potentiellement un mécanisme cognitif très large qui s'applique aussi à nos catégories de pensée les plus abstraites. Hmm. Et si on replace ça dans une perspective plus large, comme le suggère d'ailleurs l'introduction de l'étude elle-même, ça pourrait éclairer, au moins en partie, pourquoi certains concepts liés au mal, au tort causé à autrui, on peut penser à l'abus, au traumatisme, au harcèlement, pourquoi ces concepts semblent avoir vu leur définition s'élargir considérablement dans nos sociétés ces dernières décennies. Ah oui, le fameux concept creep dont on parlait au début. Exactement. Alors attention, l'étude ne dit absolument pas si cet élargissement est une bonne ou une mauvaise chose. Ça, c'est un débat de société, c'est complexe. Bien sûr. L'étude, elle, se contente de proposer un mécanisme psychologique qui pourrait contribuer à cette tendance. Une tendance à l'expansion conceptuelle qui pourrait opérer indépendamment des changements sociaux réels ou en plus de ces changements. C'est fascinant. Donc si on essaie de faire une synthèse de tout ça, le message qui ressort de ces 7 expériences, il est quand même assez constant, non? Oui, très cohérent. Nos concepts, qu'ils soient perceptuels ou abstraits, ils ont cette tendance naturelle à s'étirer, à devenir plus inclusifs, quand les exemples les plus nets, les plus typiques de ces concepts deviennent plus rares. Alors, qu'est-ce que ça implique concrètement? Pour nous, pour la société? C'est quoi le « et alors » de tout ça? Les implications sont potentiellement assez importantes, oui. L'article utilise le terme sobering implications, des implications qui donnent à réfléchir, qui sont un peu dégrisantes. Hmm. Premièrement, il y a ce paradoxe dont on a un peu parlé. Tous les efforts, parfois énormes, qu'on fait pour réduire un problème social, que ce soit la discrimination, la fraude, la pollution, la recherche non éthique, n'importe quoi, Oui. eh bien, ces efforts pourraient être en partie masqués, rendus moins visibles par ce mécanisme psychologique. Les personnes elles-mêmes dont le travail est de détecter ces problèmes, les auditeurs, les modérateurs de contenu, les policiers, les membres des comités d'éthique, Tous ceux qui sont en première ligne pour surveiller? exactement. Ces personnes pourraient, sans le vouloir et avec les meilleures intentions du monde, abaisser inconsciemment leur seuil de détection au fur et à mesure que le problème diminue réellement. Du coup, ils continuent à trouver des problèmes. Ils continuent à trouver le problème, oui. Peut-être dans des formes moins graves, moins évidentes qu'avant. Et ça donne l'impression que rien n'a vraiment changé. Voire parfois que la situation s'aggrave parce qu'on détecte plus de cas limites. C'est un peu décourageant quand même, cette idée que nos propres cerveaux pourraient nous jouer des tours et nous empêcher de voir les progrès qu'on fait. C'est une possibilité un peu troublante, c'est vrai. Et ça nous amène à la deuxième implication majeure, qui est liée.
Ce phénomène pourrait être l'un des moteurs du pessimisme ambiant qu'on observe souvent sur l'état du monde. Ah oui. Comment ça? L'étude cite des travaux importants, comme ceux de Max Roser sur Our World in Data ou de Steven Pinker. Ces travaux documentent des améliorations objectives spectaculaires sur le long terme pour plein d'indicateurs. La pauvreté extrême qui chute, la violence qui diminue, la mortalité infantile qui baisse, l'alphabétisation qui augmente. Oui, on voit souvent passer ces graphiques. Pourtant, comme le rappelle l'étude en citant un sondage YouGov, une majorité de gens, dans beaucoup de pays, pensent que le monde va de plus en plus mal. Il y a un vrai décalage entre les faits et la perception. Exactement. Et comment ce changement de concept pourrait expliquer ça? Eh bien, si notre définition de ce qu'est un problème, que ce soit la pauvreté, la violence, l'injustice, si cette définition s'élargit automatiquement pour inclure des cas moins graves à mesure que les cas extrêmes diminuent, Alors on continue d'en voir partout. alors notre perception subjective du nombre de problèmes, elle, peut rester constante, voire augmenter si on devient plus sensible aux problèmes moins graves qu'on aurait peut-être ignorés avant. C'est un peu comme si on utilisait une loupe de plus en plus puissante pour chercher les défauts. On en trouvera toujours, même si la qualité globale s'est améliorée. Je vois l'idée. Donc, ce mécanisme pourrait contribuer à ce sentiment persistant que rien ne va, que tout fout le camp, même face à des progrès objectifs réels. Ok, c'est très clair. Donc pour résumer, le cœur du mécanisme qu'on a exploré aujourd'hui, ce fameux changement conceptuel induit par la prévalence, c'est cette tendance, souvent automatique, souvent inconsciente, de notre esprit à élargir une catégorie, que ce soit bleu, menaçant ou problématique, lorsque les exemples les plus clairs de cette catégorie se font rares. C'est tout à fait ça. Ce qui peut nous conduire à en voir toujours autant, voire plus, même si la fréquence réelle des cas graves, elle, a diminué. Exactement. Et cela soulève une question vraiment importante, je trouve, pour finir. Si nos concepts s'adaptent comme ça de façon si automatique, si notre thermostat mental se réajuste sans cesse en fonction de ce qu'il détecte autour de lui, comment on fait pour évaluer objectivement les progrès? Bonne question. Comment une organisation, une société ou même nous à titre individuel, comment on peut savoir si on est réellement en train de réduire un problème, si nos propres outils de mesure, nos jugements, nos catégories mentales changent en cours de route? C'est le problème de la règle qui change pendant qu'on mesure. C'est un peu ça, oui. Quelle stratégie on pourrait imaginer pour maintenir des standards de jugement stables quand c'est vraiment critique? On pense au diagnostic médical, par exemple. Un élargissement du concept de maladie peut mener au surdiagnostic avec tous les problèmes que ça pose. Ouais. On pense à l'évaluation des risques financiers. Une perception accrue de risques mineurs peut paralyser la prise de décision. On pense aux décisions de justice où la définition de ce qui est criminel ou préjudiciable doit idéalement rester constante et prévisible. Des domaines où la constance est cruciale. Exactement. Alors, comment on peut calibrer nos jugements pour qu'ils ne dérivent pas au gré de la fréquence des événements? Comment lutter contre cette tendance naturelle de notre esprit à comparer et à s'adapter sans cesse? C'est un vrai défi cognitif et peut-être aussi un défi de société. Une question fondamentale, en effet. Ça nous invite à réfléchir à la fiabilité de nos propres jugements et à la manière dont on mesure le monde qui nous entoure et les changements qu'on essaie d'y apporter. Voilà qui conclut notre exploration de cette étude et de ses implications assez profondes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec nous.